Pendant que l'investisseur lambda était distrait, les yeux rivés sur des graphiques, des chandeliers et des gros titres superficiels, la décision qui compte vraiment s'est prise loin des projecteurs. À Bâle, en Suisse, à huis clos, la Banque des règlements internationaux a officiellement approuvé la phase finale des règles de Bâle 3. Ce n'est pas de la théorie, ce n'est pas de la spéculation, et encore moins une rumeur d'Internet. Il s'agit d'un mandat réglementaire réel, avec une date fixée pour entrer en vigueur dès l'ouverture des marchés lundi prochain. Ils ont fait cela en toute discrétion, parce qu'ils savent exactement quel impact cela va avoir. Ce qui change est simple à comprendre, mais profond dans ses conséquences. Pendant des décennies, les banques ont pu traiter les contrats papier, d'or et d'argent, comme s'ils étaient des actifs aussi sûrs que le métal physique. Des promesses étaient acceptées comme des réalités. À partir de maintenant, cette illusion prend fin. La nouvelle règle modifie l'indice de financement stable net, connu sous le nom de NSFR, rendant extrêmement coûteux et risqué pour les banques de conserver des métaux non alloués uniquement sur le papier. Cela pénalise directement les positions vendeuses et force un choix clair. Soit la banque achète du métal physique réel, soit elle quitte le marché papier. Ce changement a été officiellement instauré pour éviter une nouvelle crise, comme celle de 2008. Mais ce faisant, les régulateurs ont fini par allumer la mèche de quelque chose de bien plus grand. Le système qui permettait la vente à découvert tenue et qui a maintenu le prix de l'argent artificiellement bas pendant plus de 40 ans a été touché en plein cœur. Les grandes banques ne peuvent plus soutenir des milliards en position vendeuse sans immobiliser d'énormes quantités de capital. Manipuler les prix n'est plus bon cher. Le coût de maintien de ces positions a tout simplement explosé. C'est pour cela que nous voyons déjà des mouvements étranges. En coulisses, des banques débouclent leurs positions pendant la nuit, retirent des ordres de vente et ajustent leurs livres avant la date limite réglementaire. Cette pression à l'achat ne vient ni de l'euphorie ni de la spéculation. Elle naît de l'obligation. C'est un achat forcé par la conformité réglementaire. Quand les règles changent, l'argent bouge non pas par opinion, mais par instinct de survie institutionnelle. Et peut-être que la partie la plus discrète et la plus puissante de ce changement est la reclassification de l'or, et par extension de l'argent, en tant qu'actif de première catégorie. Auparavant, l'or était considéré comme un investissement risqué, similaire aux actions. Désormais, il est considéré comme un capital sans risque, au même niveau que l'argent liquide ou les obligations souveraines. Cela change complètement le comportement des banques. Elles cessent de... Quand ceux qui ont toujours vendu commencent à acheter, le plancher du prix ne monte pas temporairement. Il se repositionne de façon permanente. Les signes de ce tournant ont déjà commencé à apparaître. La semaine dernière, le marché s'est tout simplement fié. C'était pas une panne technique ni une erreur de système. C'était une absence délibérée de liquidité. Les teneurs de marché se sont retirés parce qu'ils savaient que les règles étaient sur le point de changer. Ils ont dû recalibrer leurs algorithmes, leurs modèles de risque et même des stratégies entières pour cette nouvelle réalité. Le jeu n'est plus de réprimer les prix sur le bas-qui. Et il s'agit désormais de garantir l'accès à l'actif physique avant qu'il ne disparaisse. Et ce ne sont pas seulement les banques qui l'ont compris. Les grands utilisateurs industriels ont aussi compris ce qui se passe. Des entreprises comme les fabricants de technologie et d'énergie savent que si les banques arrêtent de déverser de l'argent papier sur le marché, le prix devra augmenter jusqu'à refléter le coût réel de l'offre physique. C'est pour cela que nous assistons à une course silencieuse à l'approvisionnement industriel. Des usines essaient de sécuriser leur stock avant que le secteur bancaire n'absorbe le peu de métal disponible pour répondre aux nouvelles exigences réglementaires. C'est une véritable lutte entre ceux qui produisent des biens et ceux qui soutiennent le système financier. Et il n'y a pas assez d'argent pour les bœufs. Pendant ce temps, la Chine vit déjà cette réalité depuis des mois. Le marché de l'or de Shanghai fonctionne sur la base d'une allocation totale et d'une livraison physique. L'Occident ne fait que courir après. Ce changement réglementaire est en pratique automatique. C'est un aveu tardif que le modèle oriental, basé sur le métal physique, a vaincu le modèle occidental, fondé sur le papier. En approuvant Bâle 3, les régulateurs alignent le système financier mondial sur cette logique. Ils reconnaissent même indirectement qu'un excès de produits dérivés est dangereux et que seul le métal physique offre une véritable sécurité. Et pourquoi cela devrait-il vous pousser à aimer ? Parce que cette règle renforce les banques sur le long terme, mais affaiblit les monnaies qu'elles utilisent pour acheter de l'or et de l'argent. Pour satisfaire aux exigences, les banques devront vendre des dollars et des obligations d'État. Cela exerce une pression négative sur le dollar. À mesure que l'or et l'argent sont revalorisés pour remplir leur nouveau rôle d'actifs de premier ordre, le pouvoir d'achat de la monnaie fiduciaire chute inévitablement. Révaloriser l'or, c'est en pratique d'évaluer l'argent papier. Si vous détenez des métaux non alloués dans une banque, ce changement est particulièrement dangereux. Pour l'institution, votre argent en argent papier devient désormais un passif et non plus un actif. L'incitation, d'accord. Mettre fin au programme de métaux précieux, convertir les positions en liquidité et renvoyer un chèque au client.
De nombreux investisseurs seront liquidés au pire moment possible. Pas par choix, mais par contrainte réglementaire. Et cela va se produire sans fin de nuit. Vous ne verrez pas d'explication sur le NSFR ou BAL 3 dans les actualités. C'est trop technique, trop ennuyeux. Mais c'est justement là que le système agit, pendant que tout le monde regarde ailleurs. Les médias préféreront parler de volatilité, de nervosité des marchés, de mouvements de prix inexplicables. Mais ils n'aborderont pas la véritable cause. La racine de tout cela, c'est un changement structurel dans la façon dont les banques peuvent utiliser l'effet de levier sur des actifs papier. L'ère de l'effet de levier infini s'est discrètement terminée du jour au lendemain. Et c'est aussi profond que le moment où les États-Unis ont fermé la fenêtre de l'or, en 1971. À cette époque, nous avons abandonné à l'étal. Maintenant, en 2026, le système commence lentement à revenir vers lui, déguisé en régulation bancaire. Les banquiers centraux savent que la dette mondiale n'est pas soutenable. Ils ne le disent pas publiquement, mais ils agissent comme s'ils avaient déjà accepté cette vérité. Et quand un système commence à sombrer, ceux qui sont aux commandes n'essayent pas de le sauver par idéalisme. Ils préparent des canaux de sauvetage, des bouées de sauvetage. Et ces canaux ne sont pas faits de papier, ni de promesses numériques. Ils sont faits d'or et d'argent. BAL 3, ce n'est pas un événement isolé. C'est un aveu silencieux que la monnaie fiduciaire a perdu son mort. Avec les banques contraintes de reculer sur la manipulation à cause des nouveaux coûts, la véritable découverte des prix commence enfin à émerger. À court terme, cela peut provoquer des mouvements violents, à mesure que les positions vendeuses sur le papier sont clôturées à la hâte. Mais la tendance à long terme est déjà fixée. Le prix doit augmenter jusqu'à un niveau où l'offre physique peut répondre à la demande physique, sans la distorsion du papier. Ce niveau n'est pas symbolique, il est mathématique. Et il est bien au-dessus de ce que le marché a l'habitude de voir. Il y a un effet secondaire dont peu de gens parlent. En exigeant plus de capital des banques, BAL 3 réduit la capacité d'octroi de crédit. Les hypothèques deviennent plus difficiles à obtenir, les prêts commerciaux deviennent plus chers, cela crée une pression déflationniste sur l'économie réelle. Et comme le système ne tolère pas la déflation, la réponse sera prévisible, encore plus d'impression de monnaie. Le résultat de ce choc entre resserrement du crédit et expansion monétaire est un environnement classique de stagflation. Historiquement, c'est précisément dans ce contexte que l'argent devient l'une des classes d'actifs les plus performantes. La logique alors devient simple. Si les banques sont obligées de détenir du métal physique, vous devriez y prêter attention. S'ils se détournent des contrats papier, il serait peut-être judicieux de remettre en question la valeur de ces contrats. Il ne s'agit pas d'une opinion ni d'une idéologie. Il s'agit d'être en phase avec le flux réel du système. Les règles ont changé, le vent a tourné. Et ignorer cela, c'est parier contre un mécanisme réglementaire qui a déjà été approuvé, signé et mis en marche. Lundi marque en pratique le début de la 3e ère de BAL. Les banques courent contre la montre pour se mettre en conformité. Les positions vendeuses sont en train d'être couvertes, les stocks physiques sont disputés et le marché commence à ressentir la pression. Ce n'est ni une conspiration ni une théorie alternative. C'est une reconfiguration réglementaire visible pour ceux qui observent le fonctionnement interne du système. Le jeu du papier touche à sa fin, celui du physique ne fait que commencer. Pendant des années, l'Association du marché des métaux précieux de Londres a fonctionné avec une faille qui permettait de comptabiliser l'or non alloué comme un actif de haute qualité. En pratique, cela autorisait les banques à prêter la même barre plusieurs fois, créant ainsi un château de promesses sur un seul morceau de métal. BAL 3 ferme cette faille. Pour qu'un actif soit considéré de première catégorie, il doit être alloué et physiquement présent. Cette exigence force un nettoyage du système et expose la fragilité des réserves fractionnaires de métaux. Avec ce changement, les coffres commencent à se vider à un rythme accéléré. Lorsque Londres commence à exiger la livraison physique pour respecter les nouvelles proportions, l'épuisement des stocks mondiaux cesse d'être lent et devient exponentiel, quelque chose que le marché n'a jamais vu auparavant. Tout l'immense marché des produits dérivés, fondé sur la stabilité bancaire, dépend de garanties fiables. En élevant l'or et l'argent à ce rôle, BAL rend la négociation de produits dérivés plus coûteuse et moins accessible. L'effet domino est inévitable. Les hedge funds, qui comptaient sur un effet de levier bon marché pour maintenir des positions vendeuses sur l'argent, se retrouvent expulsés du jeu. Les banques ne veulent tout simplement plus prêter à des taux bas pour soutenir ces paris. Cela force une vague de clôture de position qui n'est pas du sentiment du marché, mais de la mécanique froide du système financier. C'est un mouvement structurel, pas émotionnel. Pendant ce temps, de grands fonds souverains du Moyen-Orient et d'Asie se sont déjà positionnés. Ils avaient anticipé ce changement réglementaire depuis des années. Ils savaient qu'au moment où l'or serait officiellement élevé au rang d'actif de première catégorie,
le prix devrait augmenter pour soutenir les bilans mondiaux. Maintenant que la règle est en vigueur, la tendance est à l'annonce publique de ces allocations. Et quand un fonds gérant des centaines de milliards décide d'allouer une petite fraction à l'argent, l'impact n'est pas progressif. Il est immédiat et disproportionné. Historiquement, l'or et l'argent évoluent ensemble, mais pas de manière équilibrée. Quand l'or retrouve son rôle de réserve ultime pour les banques centrales, l'argent a tendance à retrouver quelque chose d'encore plus ancien, le statut de véritable monnaie pour les gens. La relation entre l'or et l'argent commence à se resserrer, à mesure que le marché réalise que l'argent est le frère oublié et profondément sous-évalué de ce nouvel actif de premier ordre. Ce que nous voyons maintenant, c'est une remonétisation silencieuse de tous les actifs, de tout le complexe des métaux précieux. Il y a une ironie dans ce processus. Les règles ont été conçues pour rendre le système bancaire plus sûr, mais à court terme, elles le rendent plus fragile. Beaucoup de banques ne possèdent tout simplement pas assez de métal physique pour satisfaire aux nouvelles exigences. Pour se conformer, elles doivent acheter sur le marché ouvert, précisément alors qu'elles détiennent encore des positions vendeuses héritées de l'ancien modèle. Cela crée un cycle dangereux où le respect de la règle pousse la banque elle-même à s'opposer à ses paris passés. À ce stade, le rôle de la banque centrale devient inévitable. Pour éviter des faillites en chaîne, l'autorité monétaire peut être contrainte d'imprimer de l'argent pour permettre aux banques d'acheter l'or nécessaire. C'est par définition inflationniste, et c'est là qu'apparaît un conflit clair au sein même du système. D'un côté, la pression pour des monnaies numériques contrôlées. De l'autre, l'exigence réglementaire de garanties physiques réelles. Cela révèle une division interne entre le contrôle et la survie. Dans cette lutte silencieuse, l'investisseur individuel dispose d'un avantage rare. Il existe un actif dont les deux camps ont besoin. Les banques en ont besoin pour se conformer à Bâle. Les banques centrales en ont besoin pour préserver leur crédibilité. Cet actif n'est pas numérique, ce n'est pas une promesse et il ne dépend pas de la confiance. C'est du métal physique. À mesure que de nouveaux audits commencent, les régulateurs exigeront des preuves concrètes que le métal existe réellement. Et lorsque ces inspections auront lieu, beaucoup de comptabilité créative sera révélée au grand jour. Les banques incapables de prouver la possession réelle du métal n'auront que deux options, être renflouées ou fermées. Cette exigence de preuve exercera une pression supplémentaire sur le marché physique. Les lingots réels deviendront plus précieux, non seulement pour le métal lui-même, mais aussi pour la certitude de leur existence. Dans ce contexte, la confiance cesse d'être un simple récit et redevient quelque chose de tangible. Et quand cela se produit, le prix cesse d'être un simple chiffre et commence à refléter une véritable rareté. Il y a un autre effet dont on parle peu, mais qui est extrêmement pertinent. Ce changement incite les sociétés minières à vendre directement aux banques, en sautant le marché de détail. Si une grande institution a besoin de dizaines de millions d'onces pour satisfaire aux exigences réglementaires, elle ne va pas se battre pour des pièces ou de petits lingots. Elle conclura des contrats directs à la source. Cela signifie moins de métal disponible pour l'industrie, les investisseurs individuels et le commerce de détail en général. La pénurie ne se produit pas de façon progressive. Elle survient soudainement lorsque le flux change de direction. Pour les entreprises industrielles qui dépendent de l'argent comme matière première, c'est un signal d'alarme. L'approvisionnement, qui semblait auparavant garanti, devient incertain. La pression sur l'investisseur lambda augmente à mesure que le secteur bancaire absorbe le stock disponible pour se conformer aux réglementations. Même si la règle entre officiellement en vigueur lundi, sa mise en œuvre est un processus continu. Les banques ont reçu des délais de transition, mais le marché n'attend pas le dernier jour. Le marché anticipe. Et les prix à terme deviennent la réalité du présent. L'argent avisé n'attend ni les rapports finaux, ni les communiqués officiels. Il est déjà en train de se positionner. Parce que lorsque l'impact total se fera sentir, tout au long de 2026, le prix de l'argent sera difficilement accessible. La logique est simple, quand la pression structurelle s'accumule assez longtemps, l'ajustement n'est pas en douceur. Il est brutal. L'ère de la manipulation, basée sur le papier, touche à sa fin, non pas par choix des banques, mais par contrainte réglementaire. Bâle agit comme un catalyseur qui force le système à affronter la réalité. Un système basé sur des promesses doit à un moment donné devenir honnête ou s'effondrer. Et devenir honnête, dans ce contexte, signifie réévaluer l'or et l'argent à des niveaux qui reflètent leur véritable rôle. Les banques achètent-elles ? Les nations achètent-elles ? La seule question qui reste est qui est encore prisonnier de l'ancienne narration ? L'histoire montre que chaque fois que les règles du jeu changent, il y a un transfert massif de richesses. Ceux qui sont positionnés uniquement sur des actifs financiers ont tendance à perdre du pouvoir d'achat. Ceux qui détiennent des actifs réels ont tendance à le préserver. Cela s'est déjà produit auparavant, sous des formes différentes.
Mais selon la même logique, le cycle ne prévient pas quand il va tourner. Il tourne simplement. Et quand le système commence à se tourner vers le métal, il dit quelque chose sans avoir besoin de le dire à voix haute. En 1933, l'or a été confisqué afin de pouvoir être réévalué. En 1971, il a été abandonné pour permettre l'expansion illimitée du crédit. Aujourd'hui, en 2026, avec BAL 3, le système tente de remonétiser l'or pour sauver sa propre structure. Chaque fois que cela arrive, ce n'est pas le citoyen ordinaire qui fixe les règles. Elles changent d'en haut vers le bas et ceux qui ne comprennent pas le mouvement finissent par en payer le prix sans même se rendre compte. Ce changement réglementaire est un signe clair que le cycle tourne à nouveau. Le système lui-même admet, même si c'est de façon indirecte, que la monnaie fiduciaire a échoué comme réserve de valeur. C'est pourquoi il cherche refuge dans des actifs tangibles. La raison est simple, l'inflation ne peut pas être contrôlée sans casser l'économie. Les banques centrales le savent. Alors, au lieu d'affronter le problème de front, ils changent la définition de ce qui est considéré comme sûr. En élevant l'or et l'argent au rang d'actifs de première catégorie, les régulateurs créent une nouvelle encre pour le système financier. Une encre capable de soutenir un environnement d'inflation structurellement plus élevé. C'est pas une préparation pour un trimestre difficile, c'est une préparation pour une décennie entière de prix élevés, si les banques elles-mêmes se protègent de cette façon. Ignorer ce signal, c'est choisir de rester du côté le plus fragile de l'équation. Pendant 40 ans, les bons du Trésor américain ont été considérés comme le refuge absolu. BAL 3 remet directement en cause cette idée. En plaçant l'or au même niveau, les régulateurs admettent que les obligations perdent de la valeur lorsque les taux augmentent et qu'elles ne sont plus le seul actif sans risque. Cela tend à provoquer une migration historique des capitaux quittant le marché de la dette pour aller vers les métaux. Même un déplacement minime suffirait déjà à bouleverser complètement les prix. Des milliers de milliards de dollars sont en jeu dans ce repositionnement silencieux. Une simple réallocation d'une fraction des grands marchés financiers suffirait à revaloriser l'argent de manière agressive. Ce mouvement ne dépend ni de croyances ni de récits, il dépend des flux. Et ces flux sont dirigés par des règles qui ont déjà été approuvées, signées et mises en application. Quand l'argent commence à bouger avant les gros titres, c'est que la partie a déjà changé. En coulisses, beaucoup de gens appellent cela la réinitialisation mondiale, mais il ne s'agit pas d'un événement dramatique unique. C'est une succession d'ajustements silencieux, techniques et apparemment ennuyeux qui, mis bout à bout, changent tout. BAL 3 est l'un des piliers centraux de ce processus. Elle repositionne l'or au centre du système financier, comme si le système solaire cessait de tourner autour du dollar pour graviter autour d'actifs neutres et tangibles. Ça réduit le privilège de certaines monnaies et redistribue le pouvoir lentement, mais on prend son art. Ce mouvement favorise les pays qui ont accumulé des métaux au fil des années. Des nations comme la Chine et la Russie abordent cette nouvelle phase avec un avantage stratégique, tandis que l'Occident, en approuvant ces règles, admet qu'il doit s'adapter au nouvel équilibre. Ce n'est pas un geste de force, c'est un geste de survie. La signature de l'accord représente une concession silencieuse de terrain économique. Le document est en vigueur, les banques s'activent et le compte à rebours est lancé. La fenêtre pour se positionner avant que le poids total du système bancaire ne fasse pression, le marché physique se referme rapidement. Lorsque les grands bilans commenceront à se disputer directement le métal, l'investisseur particulier sera écrasé. Non pas par manque d'intérêt, mais par manque d'offre. Attendre que les médias expliquent cela après coup, c'est arriver en retard. Les informations arrivent toujours après que l'argent intelligent s'est déjà dépecé. Et c'est là qu'intervient un détail gênant. Les gros titres qui apparaîtront dans les prochains mois seront rédigés par des institutions qui doivent encore acheter du métal à des prix plus bas. La narration n'accompagne jamais le mouvement réel en temps réel. C'est pourquoi il est plus important de regarder les règles que d'écouter. Les discours. Les règles ont été approuvées pour une raison. Elles indiquent la voie que le système sera forcé de suivre, qu'on le veuille ou non. Au bout du compte, la logique est simple, même si le système essaie de la rendre confuse. Ne regardez pas ce que les banques disent, regardez ce qu'elles sont obligées de faire. Elles sortent du papier et migrent vers le physique. Elles échangent des promesses contre de vraies garanties. Suivre l'argent a toujours été plus efficace que de suivre la rhétorique. Et en ce moment, l'argent pointe clairement vers des actifs tangibles, rares et à l'abri de l'impression infinie. Quand ce mouvement sera achevé, le paysage sera irréversible. Dès que le secteur bancaire aura fini d'ajuster ses bilans et commencera à se disputer ouvertement le métal physique, le marché ne sera plus jamais le même. À ce moment-là, l'investisseur particulier ne sera pas en concurrence avec d'autres particuliers, mais avec des institutions qui créent de l'argent, définissent le crédit et façonnent le système. Et quand cette lutte commence, le prix cesse d'être abordable.
Il commence à refléter une rareté structureuse. C'est pourquoi attendre une confirmation publique est l'erreur classique de ceux qui arrivent toujours après. Les grands changements ne sont jamais annoncés clairement avant de se produire. Elles sont mises en œuvre dans des documents techniques, signés dans des salles fermées et exécutées progressivement jusqu'à ce que l'impact devient alors trop évident pour être ignoré. Quand cela arrive, le coût d'entrée n'est plus un choix, c'est une barrière. BAL 3 n'a pas été approuvé par hasard. Il a été créé parce que le système avait besoin d'une nouvelle encre. Trop de dettes, trop de confiance dans le papier et trop peu de sécurité réelle. L'or et l'argent ne reviennent pas par nostalgie, mais par nécessité. Le système ne devient pas plus juste, il essaie simplement de continuer à fonctionner. Et pour cela, il a besoin de quelque chose qui ne puisse pas être imprimé. Ce que nous observons n'est pas un effondrement immédiat, mais une transition silencieuse, un échange progressif de promesses et d'actifs à effet de levier contre des garanties réelles, de la confiance aveugle contre l'exigence de preuves. Chaque fois que cela se produit dans l'histoire, ceux qui comprennent tôt préservent leur pouvoir d'achat. Ceux qui comprennent tard assistent au changement de l'extérieur. Au final, la question n'a jamais été de savoir si le système allait choisir. La question a toujours été de savoir qui serait prêt lorsque cela arriverait. Les règles ont déjà changé, les banques se sont déjà déplacées, l'argent a déjà choisi son camp. Et quand le flux se consolide, aucune narration ne peut le renverser. Il ne reste plus qu'à observer ceux qui ont suivi l'argent et ceux qui sont restés prisonniers des promesses.